Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Guadeloupe, actualité. Vous êtes pratiquement élu au premier tour s'il y avait une élection parcellaire. Hein, et finalement, le résultat final, vous n'êtes pas qualifié. Et donc, ça voudrait dire que cette élection-là se joue aussi ailleurs. Les jeunes veulent vous poser la question, mais... qu'on oublie souvent les particularités de la Guadeloupe. C'est ça qui m'embête beaucoup, parce que c'est vrai, c'est une nation, mais quelque part, je pense que les Guadeloupéens ont vu que à la précédente élection, on a été choyés, etc. Mais durant toute la partie avec Macron, on a été oubliés un petit peu. On a été oubliés, on a été mis à l'écart, et je trouve que c'est plutôt une décision des Guadeloupéens eux-mêmes. Donc ça me fait un peu mal d'entendre que les résultats sont égaux à les efforts qu'on a mis dedans. Pour moi, à mes yeux, c'est un personnage, c'est des décisions qu'on a prises, et c'est une image. Ce n'est pas forcément que du travail de campagne ou de... Donc de mon point de vue, ça me révolte un peu de cette manière de voir la politique, en fait. Pour appuyer ce que Yoel était en train de dire, justement, j'ai l'impression, en entendant monsieur parler, c'est quelque chose qui est propre, en fait, à tout représentant politique, qu'on parlerait d'une simple course de cyclisme où le maillot jaune est arrivé premier et on est content. Alors qu'on a l'impression qu'il n'y a pas des hommes derrière ça, il n'y a pas de la souffrance et qu'il n'y a pas des peuples qui souffrent. Parce qu'en fait, quand il dit que les territoires d'outre-mer ont toujours cette envie d'être révoltés, qui sont toujours révoltés, qui sont toujours des votes à contre-courant, est-ce que ça ne veut pas dire concrètement que si on va à contre-courant, c'est que ce qui nous est proposé ne nous intéresse pas et que justement, et qu'il y a plusieurs années c'est-à-dire on veut nous pousser, quand je dis nous, c'est la population, à aller voter, mais au final on se rend compte que on a voté là, à l'heure actuelle majoritairement pour M. Mélenchon. À quoi ça a servi concrètement? À quoi ça sert d'aller voter en tant que territoire d'outre-mer vu que nos votes ne vont pas être comptabilisés? On demande à chaque fois les jeunes à ce qu'ils votent plus souvent, on demande à ce que les jeunes participent plus dans la vie démocratique de manière générale. Mais quand justement on vient pour voter pour la première fois et on se rend compte après que là où on a voté, après c'est normal, c'est le jeu. Hein. Oui, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais Mais quand on voit que par exemple que le poids de la population dans laquelle on fait partie n'a quasiment pas d'incidence sur ce qui arrive par la suite. Ça donne envie de se révolter. Toujours. Alors, très bien. Ma pensée va plus loin, c'est-à-dire que en fait, notre image telle qu'on a dans la politique, pour moi c'est le reflet de l'image de l'état social des territoires d'outre-mer en fait. Donc l'idée c'est que on a une opinion, que ce soit une opinion politique, une opinion, peu importe, on voit qu'on s'exprime. Je dis on s'exprime, il y a des gens qui s'expriment pour dire des choses opposées, mais peu importe. Les gens s'expriment en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans tous ces territoires, et on a l'impression qu'on est juste en train de subir, en fait. C'est comme si en fait on ressent des choses, mais les autres ils se disent vous êtes pas nombreux, donc vous ne comptez pas. Exactement. Dominique Théo. Rapidement, puisque vous nous le disiez, mais les jeunes sont en train de poser, mais vraiment dit à leur manière, mais vraiment le débat de fond, mais vraiment c'est fondamental. C'est-à-dire que vous vous posez plusieurs questions, et en même temps il y a plusieurs élections. Alors vous comptez, quand vous votez pour votre maire, vous choisissez, vous n'avez pas besoin d'autres territoires. Ça c'est les élections présidentielles. Nous sommes en France, d'accord. Nous sommes des territoires. Et
les choses ont un peu évolué, mais pas dans le sens de l'appartenance, je parle dans la forme. On vote avant les Français de l'Hexagone. On vote le samedi. Mais malgré ça, on voit qu'il y a des failles. Les résultats sont connus le soir, même le soir. Et ce que vous êtes en train de poser, mais quel est notre poids? Quel est notre, si je dis, dans la masse, Mélenchon sort à 56% et il n'est pas qualifié. Et très certainement, si vous avez voté, je ne sais pas, Mélenchon, eh bien vous dites que, voilà, j'ai fait gagner mon poulain, mais au bout du compte, il n'est même pas qualifié. Donc, ça a un sentiment qu'on comprend. Mais la chose, c'est que vous êtes dans une société qui s'appelle la France aujourd'hui. C'est le modèle. C'est le modèle qu'on peut, et on a la faculté de remettre en cause chacun. Mais pour vous, pourquoi ce vote Mélenchon? C'est Parce ça, que j'ai l'impression. Pourquoi ce vote Moi, je vais prendre un Mélenchon? exemple concret. Je vais prendre un exemple concret. Alors. Je vais prendre un exemple concret. Mais- Vous avez Il parle. bon, je vais prendre un exemple concret qui ne représente peut-être pas M. Mélenchon, mais ce sont des candidats, enfin, j'imagine que les Guadeloupéens ont voté pour des candidats qui les représentent, des candidats qui connaissent leurs problématiques ou qui semblent être sensibles à leurs problématiques. Exactement. Alors, ils ont voté donc pour ces candidats. Donc ça veut dire que pour eux, ces candidats-là vont régler leurs problèmes. Et là, la France en général donc, a voté pour des candidats qui vont régler leurs problèmes, sauf qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Ouais, Nous sommes et des territoires ça manque d'outre-mer, d'adaptation. on est à 8000 km et on a toujours donc l'impression que voilà, nous sommes juste donc des spectateurs, que nous sommes en face donc d'une télénovelas. Et que voilà, donc on vote juste pour le candidat qui sera à la tête et puis concrètement on n'a pas de pouvoir, c'est vraiment de la télé-réalité. Alors, oui, non, Oui. on passe. Non, mais c'est qu'on est, on est, passe on est le dans témoin. on est dans un système français. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, tous ces territoires, les 11 territoires, la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et bref, ce sont des territoires français. Quand on vote pour le président de la République, tous ces territoires-là votent ensemble. Quand on doit voter pour, le président de région, de département, de maire, les élections ne sont pas forcément en même temps, en fonction de leur particularité. Ces élections présidentielles, l'analyse que tu es en train de faire, en tout cas la réflexion, n'est pas, la même chose pour d'autres élections. Concernant les élections présidentielles, on peut évoluer, et ça, si on n'est pas on peut rester dans le cadre français, d'accord? On a plusieurs solutions. Être autonome, c'est-à-dire avoir notre gouvernement comme la Polynésie, l'autonomie, c'est ça le problème. et décider de beaucoup de choses en partenariat avec l'État français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les compétences partagées. On peut aussi évoluer sur l'indépendance, mais ça aussi, c'est des étapes. Mais rien ne peut se faire. Ça, mais la question n'est pas là. On parle, Attends, on non, mais je parle. On parle pas d'indépendance, on parle pas d'autonomie. Non, mais écoutez, mais si tu dis que tu te sens frustré parce qu'ils ne connaissent pas ton territoire. Mais ils veulent pas. Oui, mais ce sera toujours cela. Ce sera toujours cela si des impulsions ne sont pas faites pour qu'il y ait entre le central une reconnaissance de ces territoires à fond et pour qu'il y ait de la co-construction. C'est-à-dire, c'est pas parce que le pouvoir central est à 8000 km que le pouvoir central ne doit pas s'intéresser, ne doit pas être en phase avec les autres territoires. Et mais donc, ça dépendra. Qu'est-ce qui empêche Mais rien ne que ça se l'empêche. passe? Rien ne l'empêche. Ah, qu'est-ce qui s'est Mais passé la pendant dynamique, 5 ans? c'est la dynamique territoriale des élus. Je dis tout simplement que si on voit la France dans sa globalité comme un mille-pattes, et que les territoires d'outre-mer sont les pattes de derrière, et que si toutes les pattes de derrière partent, à mon avis, le mille-pattes va mal marcher. Ben écoutez, les territoires d'outre-mer, ce sont ces territoires qui font la richesse de la France. D'accord? Aujourd'hui, on parle de la biodiversité, Ben oui. de l'espace maritime. C'est sûr. S'il n'y avait pas ces territoires-là, eh bien la France ne serait pas deuxième au monde sur l'espace maritime. Mais justement, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on vient nous plaquer au nez autonomie, indépendance, etc. Je prends ça comme une menace et moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai mon avis sur la question. Alors, je D'accord. reviens avec toi tout à l'heure. Juste, et j'aimerais bien entendre Dominique Théophile et ensuite je vous passe la parole pour qu'on puisse faire bouger un petit peu le plateau par la suite. Mais pourquoi, honnêtement, Dominique Théophile, pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon a un
tel score en Guadeloupe. Je suis sûre que pour un homme qui rompu à la chose politique comme vous, vous avez analysé. Et j'aimerais vous donner peut-être un élément, puisque quand on a sillonné la population guadeloupéenne et qu'on parlait d'élections présidentielles, cette population vous disait, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que on nous a dit, oui, mais nous ne sommes pas entendus par ce gouvernement, le gouvernement ne nous donne pas satisfaction. Et maintenant, ces mêmes qui nous ont dit ça nous demandent de voter Emmanuel Macron. Donc c'est ce qui se dit dans la population. Est-ce une réalité ou est-ce une vue de l'esprit? Il y a beaucoup de choses dans cela. Alors, Jean-Luc Mélenchon, alors, vous avez parlé 4 fois, vous m'avez posé la question, parce qu'il est interpellé par les jeunes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien socialiste, un ancien ministre, qui connaît bien la République. C'est pas lui dire ce qu'on dit, qu'il est parvenu, qu'il est hors piste. Il était socialiste, il était ministre, tout le monde connaît. Jean-Luc Mélenchon a pris, ses distances, il a pris son orientation telle qu'elle est aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé, est venu en Outre-mer, donc a fait campagne, ce que beaucoup d'autres n'ont pas fait, a fait ce déplacement à rencontrer. Il a mené campagne, il y a un mal-être, un malaise, aujourd'hui, dû à des incompréhensions, beaucoup, dû aussi à des inquiétudes dans tout le territoire, en France et partout. Des incompréhensions de quel côté? Des incompréhensions entre le pouvoir et le peuple et les citoyens, et ça s'est toujours fait, partout, et quel que soit, depuis la nuit des temps. Donc il y a un malaise ambiant aussi, il y a eu la crise des gilets jaunes, de la crise sanitaire, bref, un certain nombre d'événements qui se sont déroulés. Et forcément, vous avez ce mécontentement qui est déclaré. Et ce que vous dites là, qui n'est pas en phase avec les vraies réalités parfois, c'est-à-dire en termes de bilan. Quand les gens ne sont pas d'accord, vous allez leur raconter n'importe ne prennent pas de la théorie, ils veulent des réponses, d'accord? Et donc, Mélenchon a mené sa campagne et a fait des propositions. Parce que quand on est en campagne, tous les candidats ont fait des propositions. J'ai entendu des choses, au deuxième tour, on verra. J'ai entendu des SMIC à 2000 euros, à 1400 qui va payer, des retraites, ça. Vous faites ça s'appelle des promesses ou des projets. Pas dire que c'est que des promesses. Eh bien, la majorité a épousé ces promesses, ces projets, eh bien, par rapport à d'autres. Ben voilà, c'est la compétition. Puisque avant tout, comme Macron, il y a 5 ans, hein, il a fait des promesses. Ben, dites-moi par exemple, donne-moi un exemple, et puis après je vais te répondre. Le dossier de l'eau, par exemple. Les 450 millions d'euros qui devaient être débloqués pour pouvoir résoudre le problème de canalisations qui sont vétustes. Bien sûr, il y a eu 90 millions qui ont été débloqués, plus attendez, mais vous donnez 400 millions aujourd'hui dans l'eau. Aujourd'hui, je vous dis, vous ne faites pas 200 millions de travaux, ni 100 millions de travaux par an. Et dans le projet, vous avez 500 millions, c'est pas 400. Moi, j'ai un collègue qui 500 millions. Voilà, mais ça date pas de Macron. Ça date pas de Macron. Les sargasses ne datent pas de Macron. Attendez, les sargasses datent de 2011. L'eau date de 2008. D'accord? Les problématiques. Et nous avançons. Vous n'allez pas, écoutez, vous n'allez pas régler tous mais après Macron, les problèmes de la Guadeloupe ne seront pas totalement réglés. C'est ça le problème, quelque part. Mais je veux dire, pourquoi on vote alors? Mais pour avancer. Mais si vous votez pour quelqu'un qui règle tous vos problèmes, non, il ne faut pas quand même... Oui, on est réaliste. On va sur des thématiques où on avance. Mais ça s'enchaîne. Bien sûr, bien évidemment. Ça s'empile, des dossiers qui s'empilent. Lesquels, par exemple? Les uns après les autres. Oui, mais... Lesquels il y en a plein. Je prends notamment le dossier de la chlordécone qui a été sauté, par exemple. Oui, bien, on avance sur la chlordécone. C'est le président Macron qui a déclaré, eh bien, justement... les aides aux contaminés, la prise en compte de ceux qui ont contacté la chlordécone. C'est le seul président qui l'a reconnu et qui a indemnisé. Dominique Théophile. Non, il faut le dire, ça. Non. Oui. Et j'entends. Qui a indemnisé. Je vous entends. Voilà.
est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'aborder ce deuxième tour dans de bonnes conditions, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire aux Guadeloupéens sur ce plateau que le président Emmanuel Macron s'est bien occupé des affaires de la Guadeloupe, en tout cas des dossiers brûlants de la Guadeloupe, qu'il a eu à répondre aux attentes des Guadeloupéens par le biais de leurs élus, que nos élus sont entendus par ce gouvernement et qu'ils ont satisfaction par rapport à leurs demandes. Est-ce qu'on peut simplifier comme cela ce soir? Bien sûr, il y a deux niveaux. Niveau réponse parlementaire, je peux vous dire, je suis très concerné, je peux vous dire les quelques, combats que j'ai pu gagner personnellement, et on peut les citer, je vous en donne 6 si vous voulez, et nous avons gagné des combats sur la chlordécone, justement, nous avons avancé, la reconnaissance pour l'indemnisation des victimes de la chlordécone, le plan chlordécone 1, 2, 3, 4, c'est Emmanuel Macron. Alors, on parlait de l'eau, sur les 90 millions sur les tours d'eau et les 500 millions prévus, c'est Emmanuel Macron. Quel sujet sur la crise sociale, par exemple. La crise sociale. Il y a eu de vraies réponses concrètes. Mais la crise sociale, madame, nous venons de parler de choses qui concernent la Guadeloupe et la Martinique. Avec chlordécone, la Guadeloupe et la Martinique, on peut dire, Sargasse aussi pareil. La crise sanitaire, c'est une crise mondiale. Ok ? Le quoi qu'il en coûte, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui a protégé tout le tissu économique. Et c'est le pays qui s'en sort le mieux en Europe sur la préservation du tissu économique. C'est pas moi qui le dis, allez le voir. Alors pourquoi les Guadeloupéens n'ont pas palpé cela et ont voté il y a des sujets qui sont Emmanuel beaucoup Macron, plus sensibles. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus sensibles. Et là, qui relèvent de la personne. Et qui relèvent aussi de cette difficulté législative. Eh bien, ce qui s'est passé et ce qui se passe chez nous, vous parlez de l'obligation vaccinale. Okay, chez les soignants, parce qu'il n'y a pas eu d'obligation vaccinale pour le peuple français. Il n'y en aura pas. Non, mais c'est fini ça. L'obligation vaccinale, c'est l'obligation vaccinale chez les soignants. D'accord ? C'est une loi qui a été votée et qui... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Ne voulons pas les mêmes. Peut-être un autre président il peut y avoir une autre crise, un autre président peut perdre. Je crois que ça avait été suspendu et on parle de 4e dose. Ça n'a rien à voir avec l'obligation vaccinale. Je n'ai pas très bien compris. L'obligation vaccinale, elle est chez les soignants, ok ? La 4e dose, la dose que vous prenez, ça n'a rien à voir avec une obligation. Parce que le pass sanitaire n'y est plus. Donc l'obligation vaccinale n'a pas été suspendue. Mais, bien sûr. L'obligation vaccinale est en cours pour les soignants. D'accord, mais la suspension... Laquelle ? Est-ce qu'il n'a pas d'obligation vaccinale? A-t-il parlé de suspension? Pour qui? Est-ce que c'est une suspension ou est-ce que c'est l'obligation? Il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale. Il y a une obligation vaccinale pour les soignants. C'est la question qu'elle pose. Est-ce que l'obligation vaccinale est toujours d'actualité? Bien sûr. C'est sa question. Elle est toujours d'actualité. Oui, pour les soignants. Mais je répète uniquement pour les soignants. Mais je répète encore, les seules obligations sont pour les soignants. D'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'il a décidé d'emmerder les gens qui ne se vaccinent pas. Oui, non, mais on va pas. C'est une réalité, je n'invente rien. Désolé, monsieur Théophile. Non, mais ça a été les propos de monsieur le président de la République. Oui. Mais je n'ai pas inventé ça. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui, mais ce sont ses propos, rassurez-moi. C'est pas sur un propos, une phrase que vous allez déterminer le bilan d'un dirigeant. Je ne parle pas de bilan, si on remonte sur les propos, on remonte sur les propos du général de Gaulle, on remonte sur les propos de Sarkozy. S'il vous plaît, je vous en prie, monsieur Théophile. Nous parlons d'un sujet bien précis et d'un propos de mots qu'il a eu par rapport à ça. Si vous dites ça, ne noyez pas le poisson. Non, je ne vois pas le poisson, mais si nous remontons, monsieur Mélenchon a dit je suis la République, mais c'est une phrase. Donc pour revenir, on peut dire qu'Emmanuel Macron s'est quand même occupé des Outre-mer, notamment de la Guadeloupe, et que les Guadeloupéens n'ont peut-être pas bien perçu ce qui avait été fait. Ce sont de vilains enfants. Écoutez, nous avons dit que sur les sujets qui concernent le projet d'Emmanuel Macron, il y a eu des réponses. Et je vous ai cité, vous m'avez posé une question sur les sargasses. Je vous ai donné les sargasses, c'est 36 millions. Sur la chlordécone, je vous ai répondu. Sur quel sujet encore que vous pensez qu'il devait
avancé, qu'il n'a pas avancé. Sur l'eau, j'ai dit 90 millions et 500 millions sur le projet. Suffisamment expliqué donnez-moi ce qu'Emmanuel Macron a fait pour la Guadeloupe. Oui, mais donnez-moi un sujet sur lequel, il devait régler. Et à ce moment-là, vous allez me prendre à défaut et je vais vous répondre. La question qu'on se pose, c'est pas le sentiment de ne rien faire. Je suis sur du factuel et du réel. La vie chère, par exemple, la vie chère. Par rapport à ce que vous dites, juste une intervention par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que vous parlez de ce qui a été des fonds qui ont été débloqués, enfin, selon ce que vous dites, parce que nous, on n'a pas vraiment vu l'impact, justement, de ces budgets, enfin, de ce dont vous parlez, sur le quotidien des populations, de nos populations. Donc, peut-être que les fonds qui ont été débloqués n'étaient pas suffisants. Quand vous avez la suppression de la taxe d'habitation, vous ne le voyez pas. Vous parlez de l'eau, vous parlez des problèmes, justement. Vous parlez de l'eau, du chlordécone, des sargasses. Mais ces problématiques-là sont encore d'actualité pour nos populations. Mais monsieur, donc, je ne vais pas... on va pas... Juste, je termine. D'accord. Vous vouliez poser une question, c'est que ça n'a pas d'impact finalement sur le quotidien de nos populations, malgré les fonds qui sont débloqués. Ce qui prouve que ce n'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire que ce que vous proposez comme mesure n'est peut-être pas à la hauteur, finalement, à la hauteur des enjeux. Mais très bien. Voilà. Il faut aller, vous n'avez pas bien évalué. Plus loin. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas une évaluation faite au départ par rapport aux besoins réels. Ce sont des problématiques qui n'ont pas pris naissance en 2017. Mais justement, monsieur... Ce sont des problématiques qu'on traîne depuis la nuit des temps. Et il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça à bras le corps. À bras le corps, la chlordécone, nous l'avons supporté pendant des années. Et d'ailleurs, avec la rémanence, c'est 700 ans. D'accord ? Mais il a fallu que quelqu'un prenne ça à bras le corps, la problématique des sargasses. Mais bien évidemment, on ne va pas régler ça tout de suite, puisqu'il faut un temps. Si on pouvait le régler tout de suite, Sarkozy l'aurait réglé, le Hollande l'aurait réglé. C'est qu'il faut avancer. Et on a le sentiment, moi-même, comme tout citoyen, on a toujours le sentiment. Et il faut pousser nos dirigeants à aller plus vite. Ça, c'est notre rôle. C'est clair. Il faut pousser nos dirigeants à aller plus vite. Et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Une seconde, s'il te plaît, Justin, une seconde. Mais les dirigeants disent, nous, on va vite, nous, on veut faire, mais le gouvernement ne nous entend pas. Nous n'avons pas l'oreille du gouvernement. C'est justement, alors, madame... qu'est-ce qui va changer cette fois? Bien sûr. Alors, je vous dis, récemment, quand le président Losbar est arrivé à la tête du conseil départemental, en pleine crise sanitaire, il y a eu un collectif des élus qui se sont réunis suite à la crise pour faire des propositions, des réponses à la crise et tout. Et le président Losbar, en tant que dirigeant de la Guadeloupe, président du département, s'est dit, bon, il me faut faire un tour de ceux qui dirigent le pays, pour me présenter, puisque forcément, et donc a rencontré un certain nombre de personnalités, et notamment le président de la République, et a remis ce qu'on appelle la plateforme. Et il a dit, et c'est le discours que Emmanuel Macron reprend aujourd'hui, il a inscrit dans son programme, nous ne sommes pas des terres de rattrapage tout le temps, il faut rattraper. Nous devons entrer dans la co-construction. Mais il avait répété cela déjà. Non, il avait répété ça. Je ne sais pas, mais c'est nous qui le disons depuis tantôt à Guadeloupe Unie. Il faut rentrer dans une co-construction, puisque nous ne sommes pas toujours en train de quémander, de demander. Nous avons des atouts à faire valoir. Et nous devons discuter pied à pied avec quel que soit le gouvernement. Que ce soit Mélenchon, ce sera Macron ou pas. Monsieur Pierre Joseph a sorti son médicament. Pourquoi Henri Joseph. Henri Joseph. Henri Joseph a sorti son médicament. Pourquoi il n'y a pas eu de soutien? Pourquoi ça a disparu comme ça? Ça a été dénaturé alors que c'est de la science. C'est des choses... C'est la science qui a été démontrée avec des articles scientifiques qui sont utilisés par des entreprises pharmaceutiques pour mettre en vente des vaccins. Et là, ça n'a pas été pris en compte. Et pourquoi quand d'autres personnes veulent faire des projets dans la géothermie ou des choses comme ça, ce n'est pas soutenu non plus, ce genre de choses? Pourquoi à chaque fois, on subit plus, on subit en tout cas, on prend les décisions à notre place. C'est sûr que moi, je ne suis pas forcément pour l'eau, enfin, pour dire que l'eau n'a pas été gérée, parce que c'est des choses qui prennent du temps, on est d'accord, et ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. C'est clair et évident qu'il y a un problème de communication, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est fait avec cet argent, on ne sait pas comment c'est utilisé, est-ce qu'il y a une vraie gestion, et on se demande avec autant de personnes en haut, comment ce n'est toujours pas le cas en fait.
Alors nous allons pour terminer sur ce premier plateau. Sur Henri Joseph. Henri Joseph qui est, comme nous le savons, qui est un talentueux, qui est pharmacien, qui a développé un produit, le Phytobocase, qui marche très bien, a fait une découverte avec un jeune, et ce n'est pas un vaccin, pour vous dire. Que Henri Joseph, on n'a pas parlé de vaccin. Écoutez, Henri Joseph a déposé un brevet. Un brevet, attendez, qui rentre à l'étude, et le temps qui va s'écouler pour pouvoir... L'accompagnement n'est pas encore arrivé puisqu'on est au stade de brevet. Et vous savez, ça prend un cycle entre le brevet et la réalisation des choses. Vous êtes en master, vous devez savoir, vous savez ça. Ça prend un certain nombre de temps. Pour l'instant, comme le vaccin. Alors, monsieur, j'ai un problème. Alors, s'il vous plaît, il nous faut faire tourner le plateau. C'est vrai que c'est passionnant avec Dominique. Avec plaisir, avec plaisir. C'est passionnant avec Dominique. Et ça bouscule, ça bouscule. Non, mais vous êtes dans votre rôle et c'est très bien. En plus, le candidat qui est au pouvoir, enfin. Bien sûr, bien sûr. Le président de la République. J'ai pas de problème avec vous. Non, mais non. Vous semblez être sympathique. Et c'est très bien. C'est par rapport à ce que vous représentez, et je vais terminer par là. En fait, l'idée, je pense qu'on a voulu présenter, c'est que, comme pour les élections, comme pour toutes les problématiques qui sont dans les Outre-mer, là, au niveau du docteur Joseph, au niveau de la géothermie, la centrale a été vendue. On a l'impression que, en fait, la Guadeloupe, c'est comme une terre où on vient planter des maïs, par exemple, où les Français, ils vont manger le popcorn, et nous, on ne voit rien du tout. Parce que l'objectif, là, la vente au niveau de la géothermie, ils ont récupéré l'argent. Au niveau du docteur Joseph, les travaux ont été faits. Moi, je ne comprends pas pourquoi M. Emmanuel Macron, au moment où cet article est sorti, simplement, il se prononce, dit simplement, bon, ces travaux ont été effectués, je vais mettre tant de budget pour pouvoir faire des recherches. Parler clairement, il a simplement parlé donc des vaccins, et à aucun moment, il a prononcé c'est parce que c'était médiatisé. Alors, parce qu'on parle de plantes. On parlait que de ça. Pour ne pas trop mobiliser, sur la géothermie a été vendue aux Américains, pas en 2017, mais bien avant. Bien avant. Et bien avant. Attention, bien avant. Bon, d'accord. Donc c'est pas Emmanuel Macron. Mais sous Emmanuel Macron, justement, et celui qui vous parle, j'étais l'auteur de l'amendement, qui fait payer la centrale. C'est aujourd'hui ce qui n'avait jamais été fait. La centrale paye à la ville de Bouillante près de 300 000 euros par an et à la région près de 80 000 euros par an. C'est un amendement que j'ai porté pour modifier la loi égalité qui avait été présentée par notre ami Victorin Lurel et qui était impossible de mettre en place un décret parce qu'il y avait un problème de taxation sur la production ou la distribution des kilowattheures par rapport au mégawatts. Et on a réussi à faire un amendement. Aujourd'hui, les Américains payent par an à la commune de Bouillante. Je sais que nous allons nous arrêter là avec Dominique et donc, vous voyez qu'il faut être vigilant sur les choses qui se passent. Donc, l'achat de la centrale géothermie, c'est avant 2015. Non, mais je ne sais pas que c'est lui. J'ai simplement dit qu'on a l'impression que la Guadeloupe, c'est le territoire où... Enfin, la Guadeloupe, c'est le territoire où on récupère... Il faut éviter ça. Dominique Théophile, je pense, a dépassé le temps qu'il était parti. Très largement. Puisqu'il a un rendez-vous important. Nous aurons l'occasion, Dominique Théophile, de nous revoir puisque Emmanuel Macron est au deuxième tour de ces élections présidentielles. Donc, nous aurons l'occasion de vous avoir pour discuter plus amplement, justement, de tous ces sujets. Et là, bien sûr, j'aurai quelques petites questions qui sont en suspens à vous poser. Et ils sont punchy, il faut les inviter parce que... Ben ça y est, ils ont été invités, donc voilà. Ça part dans tous les sens, mais c'est très bien parce qu'il y a la fougue derrière et puis ils ont besoin...
Et parfois ils ont besoin de vous, Élie. Bien sûr, mais je sens ça. Ouais, et ça, voilà. très sincèrement, très sincèrement, pas besoin de réponse, on m'a au fonctionnement des institutions. C'est très important. Ils ont besoin de réponses parce que ça débite des questions ici et là et ils ont besoin de réponses. Ouais. Mais quel que soit, et je vous le dis, vous êtes là, vous êtes l'avenir du pays. Et nous sommes des dirigeants pour la plupart politiques. Il y a la partie, nous sommes fondamentalement, quels que soient les bords politiques, bien attachés à nos territoires. Je pense que personne ne peut pas dire que celui-là fait. Après, c'est une question de méthode. Et quand la politique, c'est aussi une compétition. Hein, c'est construire des projets, mais il y a le temps électoral. Et c'est ce que nous vivons, c'est des compétitions, des victoires, et on dit ça, les victoires électorales. Mais ça ne doit pas rester que sur des compétitions. Il faut s'engager, il faut répondre. Tout ne peut pas être, je veux dire, fait, parce que le président Macron fera, le président Sarkozy a fait, bon, ainsi de suite. Tous les 5 ans, on a la possibilité, soit de continuer, ok, puisque de toutes les manières, la Constitution ne permet pas de faire 3 mandats, ce qui est bien dans notre système français. Merci, merci Dominique Théophile. Vous êtes convaincu pour ce 2e tour? Vous êtes convaincu? Ben, on ne demande pas d'aller voter, c'était pas le sujet. Convaincu, moi, enfin, je dirais simplement que, je dirais aux Guadeloupéens que les problèmes de la politique, des fois, génèrent des problèmes vraiment plus loin. Donc, de bien choisir. Voilà. Moi, je suis convaincu d'une partie. Après, comme je resterai sur cet avis, je pense qu'il y a un problème d'écoute et de communication, clairement. Et ça n'a jamais été réglé, ça. Ça n'a jamais été réglé. Merci Dominique Théophile et à bientôt. J'aurai l'occasion de vous inviter pour le 2e tour, pour les débats sur le 2e tour. Je suis à votre Merci disposition. à vous d'être venus. Allez, je vais prendre congé de mes collègues. Voilà. Merci à vous. Voilà, donc nous avons sur ce plateau d'autres représentants. Et puis, je vais accueillir aussi Olivier Nicolas qui va nous rejoindre pour poursuivre sur ce plateau. Maintenant, avec vous, Nadège Montout. Alors, Monsieur Mélenchon, qui a eu un score, je vais dire, très important ici en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, en Guyane et dans les Outre-mer en général. Donc, voilà, on peut se dire que aujourd'hui, c'est la victoire de Monsieur Mélenchon. C'est vraiment un message que ce vote du 10 avril. Alors, que doit-on retenir au-delà de la satisfaction que vous avez d'avoir eu un tel score? Et merci à Olivier Nicolas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Olivier Nicolas qui représente Anne Hidalgo. Alors, en ce qui nous concerne au niveau des Insoumis et de l'Union populaire, puisque c'est une démarche que nous avons lancée donc, depuis bientôt 2 ans, puisque c'est une construction, on va dire un projet qui a débuté par la validation de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'occasion d'une assemblée donc, des Insoumis. Et c'est vrai que au-delà de l'élection, donc de l'échéance électorale, il y a quand même eu des actions qui ont été menées durant la mandature. Il y a eu un certain nombre de dossiers qui ont été défendus par le mouvement, la France Insoumise, par nos camarades parlementaires. Et c'est vrai que je pense que les Guadeloupéens se sont toujours sentis représentés par justement le groupe, la France Insoumise, qui dès le départ, dès le début de la mandature d'Emmanuel Macron, en 2017, s'est imprégné notamment du dossier du chlordécone. Enfin, monsieur le sénateur Dominique Théophile en parlait tout à l'heure, mais il faut savoir que ce dossier a été à l'époque lancé, je me rappelle, les débats qui avaient été lancés par Jean-Luc Mélenchon en 2018, et avant cela, on avait eu des débats au niveau du Parlement européen concernant le chlordécone suite à une mobilisation qui s'était produite au niveau du Parlement européen, qui avait donc au cours de laquelle des mouvements, des associations qui défendaient justement
je peux continuer. Allez-y, des allez-y, associations donc, qui représentaient donc, des victimes du chlordécone intervenaient, donc, interpellaient les députés européens sur le sujet. Et c'est justement à partir de là que notre camarade Younous Omarjee avait par la suite transmis, donc il avait travaillé sur le dossier et transmis ce dossier au niveau national à nos parlementaires, nos camarades du national. Et à partir de là, on a eu justement des démarches qui ont été réalisées au niveau national sur le dossier du chlordécone. Et c'est vrai qu'il y avait eu ici aussi une visite de nos représentants donc, du mouvement La France Insoumise, notamment Daniel Obono qui était venu en Guadeloupe pour pouvoir échanger avec les associations qui défendent les usagers, les victimes du chlordécone, notamment les travailleurs. Hein. On avait rencontré des syndicalistes, les travailleurs, donc victimes de ce pesticide. Et à partir de ce moment, donc en 2018, il y a eu un échange, il y a eu, une relation qui s'est instaurée entre nos représentants donc, de la France Insoumise et la population guadeloupéenne, mais pas qu'il y a eu aussi en Martinique les mêmes démarches. Et c'est vrai qu'on a poursuivi sur cette lancée. Donc quasiment tous les dossiers du territoire ont pu être traités au niveau national notamment par les représentants du mouvement La France Insoumise. Et à chaque fois qu'on était interpellé au niveau local, il y avait des réponses. Il y avait des réponses au niveau, alors moi j'aimerais arriver au niveau de la France Insoumise. près de nous. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que Jean-Luc Mélenchon, c'était le plus populiste des candidats? Tout dépend de ce qu'on appelle, quelle définition on donne au populisme. Si le fait d'être, de recueillir l'adhésion de nos populations, d'avoir une popularité, une forte popularité au niveau par rapport aux idées qu'il défend, par rapport aux démarches et puis aux prises de position, je pense, de Jean-Luc Mélenchon, que la population guadeloupéenne adhère au personnage, on va dire, Jean-Luc Mélenchon, et puis plus largement au mouvement et puis aux représentants du mouvement, aux idées défendues par les représentants du mouvement. On a vu que pour la crise sanitaire, la crise sociale, Jean-Luc Mélenchon arrivé en Guadeloupe et on a vu comment il était aux côtés de ceux qui revendiquaient des choses. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on l'a toujours été. On l'a toujours été. Peut-être qu'on l'a découvert. Il y a des gens qui ont découvert que Jean-Luc Mélenchon s'intéressait aux problématiques des travailleurs, notamment en lutte lors de la crise, mais cela a toujours été le cas. On a toujours défendu au niveau national ou au niveau local les syndicats, les personnels qui militaient. Il y a eu beaucoup de luttes qui ont été menées dans différentes entreprises. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont mises en grève. Donc, on a toujours défendu le mouvement social d'une manière générale. Et c'est vrai que lors de la crise sanitaire, la vision, ce que proposait Jean-Luc Mélenchon était en rupture avec ce que le gouvernement Macron avait à proposer à nos populations. Ça correspondait peut-être mieux aux attentes des personnels qui étaient concernés par ce sujet-là. Je reviendrai avec vous tout à l'heure. Christiane Delaney-Clara, donc M. Dupont-Aignan n'a pas obtenu le score escompté. Oui, alors bonsoir. Merci de me recevoir. Pardon pour mon retard. Et avant tout, je voudrais adresser un grand merci aux plus de 2000 et quelques électeurs qui ont permis que nous fassions ce score, qui est en progression. Et c'est vrai qu'il n'est pas énorme, mais j'en suis totalement satisfaite dans la mesure où il n'a pas la machine financière qu'ont d'autres partis. Et puis, la couverture médiatique n'a pas été suffisamment importante. À partir du moment où les choses ont été dites, je suis pleinement satisfaite. Et je voudrais dire une chose, qu'au-delà de toute appartenance à un parti politique, je suis dans une démarche de construction.
une démarche de construction car je suis profondément guadeloupéenne. Et je pense que le fait d'être guadeloupéenne, surtout dans la posture où nous sommes aujourd'hui et la réalité que nous vivons, ce sentiment et cette réalité d'abandon, ça doit dépasser, transcender toute appartenance politique et qu'il y ait un socle autour de la problématique de la Guadeloupe et des ultramarins. Voilà, donc vous êtes quand même contente par rapport à oui, ce qui s'est passé. Vous vous dites, j'ai quand même fait le bon choix. Ah, j'en suis convaincue parce que c'est un choix de projet. Et il faut dire qu'au niveau de Nicolas Dupont-Aignan, c'est un des seuls candidats où le projet a été fait par des ultramarins et pour des ultramarins. Tous nos responsables en outre-mer sont des ultramarins. C'est un projet qui a été fait. J'ai eu la charge et le plaisir de me déplacer dans tout l'outre-mer, où j'ai rencontré des gens de la société civile, des responsables politiques, des élus, des entrepreneurs. Et c'est en me saisissant de toute cette réalité, de tous ces besoins, de toutes ces revendications que nous avons fait le programme de l'outre-mer. Donc c'est un programme qui n'est pas hors sol. C'est un programme qui n'a pas été fait dans les bureaux feutrés de Paris, mais qui a été fait par les ultramarins pour les ultramarins. Donc, quelque part, avec les petits moyens que nous avons, je suis satisfaite. Bien sûr que ça aurait pu être beaucoup mieux. J'aurais aimé m'attendre à beaucoup mieux, mais la réalité est celle-ci et nous continuerons à travailler. Voilà, donc vous continuerez à travailler. On vous retrouvera pour les élections législatives. Certainement, il faut travailler parce que c'est quelque chose de commun. Pas une appartenance à un parti, mais la construction. Et ce n'est pas un vain mot chez moi. D'accord, donc on vous retrouvera très certainement. Et puis merci d'avoir fait le déplacement, de venir sur ce plateau et de vous exprimer de toute façon. Merci à vous. Nous aurons l'occasion de nous retrouver, Christiane, de l'année Clara. Nous avons plusieurs invités qui vont se succéder. Nous avons Olivier Nicolas qui nous a rejoint. Olivier Nicolas, alors on va dire que c'est une grosse déception pour vous. C'est une déception, évidemment, même si on est globalement à l'endroit où les sondages nous avaient prédit que nous serions. Une déception pour le score en Guadeloupe, mais il faut être lucide. Excusez-moi, c'est quel représentant? Je représente le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste. Elle l'a dit tout à l'heure. Donc oui, une déception, évidemment. On a été victime du vote utile, c'est clair. Notre électorat a choisi d'aller vers un vote qui permettait d'exprimer l'attachement aux valeurs qu'on peut partager avec Jean-Luc Mélenchon et des valeurs de gauche, même s'il n'utilise plus trop ce mot, mais en tout cas, voilà, ça a encore du sens chez nous. Et donc oui, on est déçu du résultat et en même temps convaincu que cette campagne n'a pas vraiment eu lieu. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon tire les bénéfices d'une vraie campagne menée sur le terrain, chose qu'on n'a pas pu faire pour plein de raisons. Évidemment, à 2% dans les sondages, c'est pas évident de mobiliser, c'est compliqué. Donc il faut être très humble par rapport à tout ça. Mais je prétends, parce que ça vient après d'autres élections qui ont eu lieu, que nous ne sommes pas à ce niveau-là sur le territoire, et que le processus de reconstruction qu'on a engagé au sein du Parti Socialiste doit se poursuivre, à la fois sur le logiciel, à la fois sur notre manière de militer, à la fois sur nos représentants, et donc on va continuer ce travail-là. Mais avant de parler de déception, j'avais envie de parler d'inquiétude, parce que le deuxième tour est rempli d'incertitudes et rempli d'inquiétudes pour l'homme de gauche que je suis et pour d'une manière générale. Mais qu'est-ce qui vous a manqué, Olivier Nicolas? Le PS, quand même, quand on se rappelle du PS, on se dit c'était quand même un parti fort. Mais le Parti Socialiste, il a cette chance. Il est mort plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il est réapparu souvent alors qu'on prédisait que c'était sa fin. En 1969, on a fait 5% et en 1974, François Mitterrand était le candidat unique de la gauche, qui a manqué l'élection de justesse. Vous savez, la vie politique, ça va, ça vient. Il y a des moments où vous n'êtes pas en phase avec une manière de faire de la politique et on le reconnaît bien volontiers. Cette campagne, encore une fois, je le redis, n'a pas eu lieu.
Il y a eu beaucoup de bruit et de fureur. De la part de qui ? Mais le bruit ambiant de la campagne, vous avez bien vu que pendant presque 6 mois, 8 mois, on a beaucoup parlé de sujets qui étaient un peu périphériques, qui n'étaient pas spécialement centrés sur les préoccupations des Guadeloupéens et des électeurs nationaux. Il y avait un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Marine Le Pen est peut-être la seule à avoir été audible sur ce sujet, alors que nous portions, nous aussi, des vraies propositions en la matière. Donc, il y a à faire notre examen de conscience sur ce qu'on a fait, mais regardez, le président sortant, avec les moyens dont il dispose, le soutien de 35 élus locaux, fait 13% chez nous. Donc il y a un sujet quand même de campagne qui n'a pas été mené. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de campagne en Guadeloupe, mis à part, encore une fois, les Insoumis qui ont fait le travail, avec un candidat qui a mouillé la chemise pour se montrer localement. Après, on peut discuter sur les programmes qui ont été portés. Il y a deux façons de procéder quand vous êtes face à une situation comme la situation sociale et politique en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a un souci majeur d'impuissance publique face à la dégradation continue des conditions de vie, des qualités de vie. Vous avez des services publics qui sont dans un état absolument déplorable, et ça concerne la vie de tous les jours des gens. Alors, quand vous n'avez pas de réponse par rapport à ça, il y a deux solutions. Soit vous expliquez, et j'ai entendu le sénateur Théophile expliquer, ça prend du temps, c'est compliqué. Il est confronté à ce que nous avons eu après 2017, après un quinquennat, où on nous a dit « Ah, ça va pas assez vite, vous faites pas le travail ». Ben voilà, et il était de ceux-là, à nous dire qu'en 5 ans, on n'avait rien fait. Et il se retrouve exactement dans la même situation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attendez, encore une fois, je veux juste dire une chose. On peut prendre un programme, dire qu'on va répondre point par point à toutes les colères des gens, à toutes les colères citoyennes, et dire on va mettre 1 milliard par-ci, on va baisser les impôts quand les impôts sont trop élevés, on va augmenter les impôts quand c'est pas suffisant, on va mettre la retraite à 60 ans, et puis quelque part, on dessine un super programme, mais qui n'est pas forcément très réaliste. Et aujourd'hui, on crée les conditions pour le parti qui arrivera au pouvoir avec ce type de promesses-là, de créer des déceptions encore une fois, parce qu'il faut des moyens pour mener des politiques, il faut du temps. Je prends juste un exemple, la lutte contre la vie chère, ça a été une des priorités qu'on a engagées en 2012, et on l'a engagée sur un segment et une stratégie qui n'était pas simple. Il fallait s'attaquer au monopole, s'attaquer à la manière aux structures même de l'économie locale. Ça, c'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts, sans résistance en face. Et Emmanuel Macron, quand il arrive en 2017, non seulement il dit qu'on n'a rien fait, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, on a tellement fait des choses que Jean-Luc Mélenchon a repris un certain nombre de points dans son programme parce que on partage cette idée qu'il faut s'attaquer aux structures même de l'économie, parce que sinon on n'arrivera pas à faire baisser les prix. C'est pas vrai de dire qu'on va bloquer les prix et puis par une décision autoritaire. Il faut profondément transformer les structures. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire quand on a vu, c'était tous contre Emmanuel Macron pour ce premier tour, et au deuxième tour, la majorité s'est déjà exprimée en disant oui, votez Emmanuel Macron. Exactement. Alors, est-ce que la population peut comprendre ce qui se passe et elle se dit, alors, mais vraiment, pour qui nous prend-on en disant cela? Et je remercie Christian Zozio de nous avoir rejoints. Je remercie aussi Rodi Tolassi d'être là, et puis aussi Georges Nandan, qui auront à s'exprimer tout à l'heure. Mais vraiment, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question, puisque le seul qui ne s'est pas encore exprimé là-dessus, c'est Éric Zemmour. On en saura tout à l'heure. Il s'est exprimé de manière très claire. Il a dit très rapidement ce soir, il a dit qu'il soutiendra Marine Le Pen et qu'il appelle à voter pour elle. Voilà, c'est Éric Zemmour qui dit je soutiens. Ce qui avait été annoncé. Nicolas Dupont-Aignan aussi. Donc, on va poser la question pour nous, par exemple. Non, mais je poserai la question à tous. Ne pas se rendre compte qu'une élection présidentielle, c'est toujours comme ça. Au premier tour, chacun défend creuse son sillon, défend son programme, défend son projet. Et puis après, on regarde le résultat et on regarde quels sont les inconvénients des deux choix. Moi, depuis cet après-midi, on a pris nos responsabilités. Parce que le choix qui nous est proposé, nous, on le trouve détestable. Parce qu'il s'agit de choisir entre la droite extrême, avec lesquelles nous partageons aucune valeur, et puis surtout la conviction que ce sont des forces politiques dangereuses. Et d'ailleurs, elles font bloc aujourd'hui. Qui soutient Marine Le Pen ?
Éric Zemmour, théoricien du grand remplacement, Nicolas Dupont-Aignan, dont on connaît aussi les idées qui sont très proches de tout ça. Et donc voilà, donc on est à se dire qu'on a ce choix-là, et puis on a en face celui qui se présentait comme le plus grand rempart contre l'extrême droite, on voit le résultat, et puis surtout le pire rempart en réalité. Parce que quand on a le programme qu'il porte aujourd'hui, qui est un programme franchement de régression sociale au moment où on parle, c'est quelqu'un qui défend la retraite à 65 ans, de faire travailler le RSA, qui pense déréguler encore plus le marché du travail. C'est des choses avec lesquelles on n'est objectivement pas en accord. Donc entre ceux qui menacent de casser la République et ceux qui menacent de casser le pacte social et donc les acquis sociaux, c'est un choix qui est très difficile. Alors, nous ne mettons pas un signe égal entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, nous appelons, oui, à utiliser le bulletin Macron pour faire barrage à l'extrême droite, parce que pour nous, l'extrême droite représente un péril réel. Voilà. Alors, pourquoi un péril? Pourquoi dites-vous un péril réel? Bah, écoutez, un péril réel parce que ça porte un programme qui parle d'exclure un certain nombre de personnes de la société parce qu'elles sont étrangères, parce qu'elles ne... Enfin, vous connaissez les idées du Front National. Je sais que ça s'est banalisé terriblement aujourd'hui. On a changé de discours, on devient de plus en plus... On devient de plus en plus... Vous répondrez, M. Tolassi? Non, vous racontez n'importe quoi. Ce sont les mêmes anathèmes de paresseux qui n'ont pas de programme politique. C'est ça la réalité. Vous, votre programme, c'est de tout promettre. Vous n'avez pas travaillé. Vous, votre programme, étiez là entre 2012 et 2017. Si je peux terminer, le chaos. On n'a rien mis de chaos. Non, on n'a mis aucun chaos, monsieur. La réforme des retraites. Il n'y a pas eu de réforme des retraites. Il n'y a pas eu de réforme des retraites. La loi El Khomri notamment. Pas n'importe quoi. La première réforme des retraites notamment. Monsieur Tolassi, la démocratie, c'est de laisser les personnes s'exprimer. Je sais que vous aimez bien la violence en politique. Tout le monde en Guadeloupe l'a vu. Donc il n'y a pas de problème. Continuez comme ça et vous montrez votre vrai visage encore une fois. Dès lors que le président Emmanuel Macron a condamné les violences dont j'ai été victime, vous faites ce que vous êtes capable de faire, raconter des bêtises. Alors parlez, monsieur Tolassi. Oui, je me permets de parler, parce que vous racontez n'importe quoi. J'ai été victime pendant plusieurs minutes de coups et j'ai répondu. Et si vous étiez à ma place, d'ailleurs, peut-être que ce sont vos amis qui m'ont agressé. C'est une accusation que je laisse dans votre bouche. Je ne parlais pas de ça. Alors ne revenez pas sur une procédure qui est en cours, une procédure judiciaire. Ce plateau se passait très bien. Il faut que vous arriviez pour que ça dégénère. Encore une fois, vous répondrez, Monsieur Tolassi. Vous énervez pas. Vous allez répondre. Je ne suis pas énervé. Si, vous êtes très énervé. Vous avez du mal avec les débats, on voit ça. J'ai aucun problème avec le débat. Je le prends quand vous voulez avec vous. Voilà. Votre programme, c'est de tout promettre et de faire croire que vous êtes devenu une nouvelle force de gauche qui va régler les problèmes de pouvoir d'achat, créer de la solidarité dans le pays. Vous faites oublier complètement les dérives racistes et racialistes de votre parti depuis 25 ans. Et je suis désolé, c'est une réalité. Moi, j'étais étudiant. Je me souviens des syndicats étudiants d'extrême droite, comme le GUD, qui venaient casser du gauchiste sur les campus. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on les trouve, ces personnes qui ont aujourd'hui 40, 50 ans? Chez vous, monsieur Tolassi. Donc la violence en politique, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Donc encore une fois, oui, c'est un péril, l'extrême droite, parce que moi, je me suis toujours engagé en politique contre cette banalisation-là, contre cette manière de faire, contre cette manière de penser que ceux qui ne ressemblent pas au cliché du français blanc, catholique, voilà, le grand remplacement, c'est vous qui l'avez théorisé, c'est pas moi. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Vous mentez. Ah bon? Donnez-moi une émission dans laquelle Mme Le Pen a parlé du grand remplacement. Mais depuis 6 mois, elle n'en parle plus. C'est pas vrai. Elle a laissé M. Zemmour en parler. Voilà, vous n'avez aucun exemple. Vous racontez n'importe quoi. C'est ça la réalité. Ces déclarations sur l'équipe de France, les joueurs qui étaient trop noirs, ça c'est Éric Zemmour, c'est pas nous. Arrêtez avec ça. Vous vous égarez un petit peu. Mais il raconte n'importe quoi. Voilà la réalité. C'est pas une manière de faire un débat. Moi, je n'ai jamais interrompu non, mais c'est toujours les mêmes anathèmes. L'extrême droite. L'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, nous pensons que ce péril-là est plus dangereux encore que le fait d'avoir malheureusement un candidat qui aujourd'hui doit changer de discours. Parce que moi, je peux vous dire une chose, si tous les partis politiques se mettent à appeler à voter Macron, c'est pas sûr que la population suivra s'il ne change pas de discours, s'il ne change pas de manière de faire de la politique, s'il ne change pas sa manière de gouverner. Et ça, je vous le dis, en 15 jours, ça va être très compliqué. Nous prenons notre responsabilité. Maintenant, c'est à lui de prendre la sienne et de mener une campagne qui, enfin, va donner... Et vous ferez campagne pour lui ?
Non, j'ai pas à faire campagne pour lui. J'appelle chaque électeur, chaque militant socialiste à le faire. Après, chacun sera libre. On se réunira en milieu de semaine pour savoir ce qu'on décidera. Mais encore une fois, c'est à lui d'aller chercher les voix. C'est lui qui doit gagner l'élection. Vous n'avez pas à lui donner de coup de main. Le coup de main, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On raisonne à dire où sont nos valeurs. Nos valeurs, c'est pas le Front National. Désolé, Monsieur Delassie. C'est comme ça. J'ai une question. Je suis peut-être mal placé pour poser cette question, ou certains me haïront pour ça, mais est-ce que vous pensez que c'est mieux de voter pour quelqu'un qui veut expulser, ou c'est mieux de voter pour quelqu'un qui fait comme si qu'il voit qu'on n'extrait pas des ressources dans certains pays en Afrique? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Mais c'est normal, vous n'allez pas la comprendre. C'est une réalité. Je l'ai compris. Alors, par contre, je ne suis pas en train de dire que je vous soutiens. Non. Mais c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais je n'ai rien contre vous, je ne vous connais pas. Aucun problème avec ça. Pour revenir un peu sur ce qui a été dit, je te parle d'extrême. Décoré de la francisque, François Mitterrand. Il est issu de ça. François Mitterrand, décoré de la francisque, c'est ce que vous donnez. On peut sortir du personnel. Honorifique. Non, mais pour rappeler un peu, un titre honorifique que vous donnez le maréchal Pétain à l'époque. Monsieur Mitterrand a déposé chaque année des fleurs sous la tombe du maréchal Pétain. C'est vous, l'extrême droite, s'il vous plaît. Pour revenir un peu sur la politique. Hier, nous avons eu, dans les urnes, en Guadeloupe notamment, une volonté de changement radical avec ce qui a été mené avec les 5 ans que nous avions eu avec Emmanuel Macron. Et donc, vous avez toute une population guadeloupéenne, près de 75%, qui ont dit non à Emmanuel Macron. Quand vous cumulez les votes de Mélenchon et de Marine Le Pen, il y a une grande partie de la population, en plus de la participation qui a augmenté, et qui dit non. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.